Voilà. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit des quantités d'informations. Certaines sont très positives, certaines sont très négatives, vous le savez, et on ne sait pas très bien comment se placer pour intégrer tout cela et arriver à vivre, à prendre les décisions qu'il faut pour nos vies. Alors, j'ai essayé de les rassembler d'une façon un peu approximative en vous racontant deux histoires différentes. Deux histoires, il y en a une que j'appelle la belle histoire et l'autre que j'appelle la moins belle histoire, parce qu'il faut être réaliste, il faut bien voir les choses comme elles sont, il faut bien voir que nous sommes menacés sur beaucoup de plans et que nous avons de gros problèmes. Et le but, c'est d'essayer de les réconcilier, de ramener la moins belle histoire dans le cadre de la belle histoire. La belle histoire, c'est la nôtre. C'est celle de chacun d'entre nous. C'est comment nous, aujourd'hui, quel jour 30 novembre, nous sommes ici, avec notre corps humain, avec notre gros cerveau, merveille extraordinaire, comment nous en sommes venus, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé du cosmos pour qu'un beau jour, on se réveille être vivant sur la planète, qu'on se pose des questions auxquelles on essaie de répondre. Ça, c'est la belle histoire. Vous allez voir que c'est une vraiment belle histoire et c'est la première que je vais vous raconter. Bon, encore une fois, est-ce qu'on va... Ça, c'est bon? Bon. Oui, s'il vous plaît. Alors, la belle histoire, elle commence il y a environ 14 milliards d'années. Cette histoire, on la connaît depuis pas très longtemps. Les humains, pendant longtemps, ont pensé que l'univers avait toujours existé et qu'il existerait toujours. C'est un point de vue qui était défendu par le philosophe Aristote, qui disait « Rien ne change jamais, l'univers est éternel et inchangeant ». Ça a été l'opinion générale pendant plus de 2000 ans, encore une fois parce qu'on faisait confiance à Aristote, mais malheureusement, le cher Aristote, sur ce plan, il se trompait. Ce qu'on a découvert autour des années 1920-1925, c'est que ça n'est pas vrai. Comment est-ce qu'on a découvert ça? Eh bien, en 1925, aux États-Unis, on commence à avoir des télescopes de grande importance. Voici, par exemple, un des plus gros télescopes qui a été créé à cette période, avec aux commandes un astronome, Ed Hubble, celui qui a donné son nom au satellite, qui observe l'univers et qui fait des découvertes fantastiques qui vont changer complètement non seulement le point de vue des scientifiques, mais qui va modifier toute la pensée humaine par les éléments qui vont nous apporter de nouveau. Grâce à ce télescope, j'en profite pour dire que ces télescopes, s'ils existent, c'est parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des bricoleurs, il y a des gens qui se sont donné la peine de sculpter des lentilles et que grâce à ce nouvel œil ouvert sur l'univers, ils ont découvert des choses qu'on ne connaissait rien, qu'on ne connaissait pas. En particulier, ils ont beaucoup découvert au sujet d'un élément de l'univers que nous appelons une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, comme le Soleil. Il peut y en avoir des centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil, qui tournent ensemble et qui forment une grande unité. Nous vivons dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Notre Soleil est une étoile de notre galaxie. Hubble et ses étudiants découvrent d'une part qu'il y a beaucoup de galaxies. Dans l'univers maintenant connu, il y a également une centaine de milliards de galaxies. Ça, c'est la révélation première de Hubble. C'est les dimensions gigantesques de l'univers. Nous vivons dans un univers dont on a cru longtemps qu'il y avait le Soleil, la Lune, les étoiles qu'on voit quand il fait beau.
Et on découvre qu'il est fantastiquement important, fantastiquement grand, et que nous vivons sur une petite planète dans ce gigantesque espace. Je vais vous montrer une image de quoi ça a l'air, l'univers, quand on le voit avec ce grand œil. L'univers, c'est comme un archipel de galaxies. Il y a des galaxies dispersées un peu partout dans l'espace, vous allez voir, et vous allez voir un des documents les plus récents à ce sujet, une image de l'univers aujourd'hui. Ce que vous voyez là, chaque petit point est une galaxie, comparable à celle que vous avez vue auparavant. Des galaxies comme ça, encore une fois, il y en a des centaines de milliards. Ça, c'est la première apport de M. Hubble à la connaissance de l'univers. Le deuxième est encore peut-être plus important et tellement stupéfiant que lui-même n'y croyait pas. C'est ses étudiants qui l'ont rassuré en disant « Mais oui, c'est bon, ce que vous avez trouvé », et qui va être en fait la base pratiquement de tout ce qui va venir tout à l'heure. Hubble, donc, aux commandes de son télescope, observe les galaxies, et qu'est-ce qu'il fait avec son télescope? Il fait ce qu'on peut faire avec un télescope. Il mesure les distances. Il peut dire, voilà, les distances de telle ou telle galaxie. Et il mesure aussi leur vitesse. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les galaxies ne sont pas immobiles, qu'elles bougent. Et elles bougent toutes, elles ont toutes un mouvement. Et ce mouvement est extrêmement particulier. C'est pas du tout ce qu'il pensait. Il pensait que certaines iraient dans un sens ou dans l'autre, certaines se rapprocheraient, d'autres s'éloigneraient. C'est pas ça qu'il trouve. Ce qu'il trouve, c'est que les galaxies ont des mouvements extrêmement particuliers. Elles s'éloignent toutes de nous. Elles s'éloignent toutes et d'une façon très particulière. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement. Celles qui sont loin s'éloignent vite. C'est ce mouvement extrêmement organisé de l'ensemble de l'univers. S'il vous plaît, pas de flash. C'est très dur pour les yeux. Ce mouvement extrêmement organisé de l'univers que Hubble va découvrir et qui va changer toute notre façon de penser l'univers. J'ai essayé de le représenter avec un petit dessin, une petite maquette, où j'ai mis au centre l'œil de Hubble ici. Chaque petit point est une galaxie. Petite flèche, petit mouvement, grande flèche, grand mouvement. Vous voyez, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres dans ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit l'univers est en expansion, ça veut dire que les galaxies ne sont pas immobiles comme on le pensait, elles sont en mouvement et un mouvement très structuré. C'est un mouvement qui fait un peu penser à ce qui se passe quand vous préparez un pudding au raisin. Vous mettez au four une pâte avec de la levure et des raisins. Et par la pensée, vous vous installez sur un raisin et vous regardez vos voisins raisins, vos compagnons voisins. Eh bien, si la pâte a été bien préparée, vous n'avez pas de difficulté à imaginer que vous allez voir exactement cela. C'est-à-dire que les raisins qui sont proches de vous à cause de la levure s'éloignent lentement et les raisins qui sont loin s'éloignent plus vite. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des commentaires très négatifs de la part de vos convives. Ça veut dire que la pâte n'aurait pas été préparée de façon homogène. Eh bien, c'est ça qu'il découvre. Il découvre que, d'une part, l'univers est gigantesque et d'autre part, il y a un mouvement global de l'univers qui nous amène à des réflexions que nous allons poursuivre. Alors, oui, une petite remarque. N'imaginez pas, parce que je nous ai mis au centre, que nous sommes le centre de l'univers. Il n'y a pas de centre de l'univers. Toutes les galaxies, toute personne installée sur n'importe quelle de ces galaxies verrait exactement la même chose. C'est un mouvement global qui serait perçu de la même façon par tous les observateurs, s'il y en a, on ne sait jamais, sur d'autres galaxies. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus rapprochées les unes des autres. Dans le futur, elles seront plus loin. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans l'univers. Il y a un mouvement de l'univers, c'est-à-dire l'univers a une histoire. C'est ça la grande révélation. Il y a une histoire de l'univers. Nous allons arriver à la conclusion
que l'univers n'a pas toujours existé, qu'il a un âge, qu'il a un passé, qu'il a un avenir, qu'il fait partie de tous ces éléments qui changent avec le temps. Ça, c'est la grande manifestation philosophique, je dirais, de ces observations. C'est cette découverte fondamentale. Nous vivons dans un univers qui a une histoire. Alors, évidemment, les scientifiques, les astronomes qui observent le ciel se retrouvent devant une situation nouvelle. Ayant appris que l'univers a une histoire, ils ont comme tâche, bien sûr, de reconstituer cette histoire. Essayer de savoir, de déterminer ce qui s'est passé et peut-être d'essayer de prévoir ce qui va se passer à l'avenir, mais ça, c'est toujours plus difficile. Mais en tout cas, la tâche des astrophysiciens, maintenant, c'est la tâche des historiens. Les historiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand les historiens veulent savoir comment nos ancêtres vivaient il y a 100 000 ans ou il y a 1 million d'années, ils font des fouilles. Ils vont voir dans les lieux où habitaient ces gens, ils trouvent des cendres de foyers, des bois de boucs sculptés, quelque chose qui leur permette de dire, voilà, je peux vous raconter cette histoire parce que j'ai des preuves, j'ai ce qu'il faut qui prouve que ce que je vais vous raconter, c'est pas n'importe quoi. Alors c'est la tâche des astrophysiciens qui deviennent tout d'un coup, ils changent de casquette, ils prennent la casquette d'un historien, ils vont faire des fouilles, des recherches sur le passé, essayer de retrouver, retracer, reconstituer le passé de l'univers. Pour ce travail, il y a 2 éléments, 2 domaines qui vont les aider beaucoup. D'abord l'observation, l'astronomie. Ils vont bâtir des télescopes de plus en plus gigantesques pour essayer de voir de plus en plus loin quel est l'aspect de l'univers aujourd'hui. Mais il y a un autre élément qui va être également indispensable, c'est la physique. Pourquoi la physique? Parce que la physique, elle nous apprend quelles sont les lois qui gouvernent l'univers, qui gouvernent le mouvement de la matière cosmique. Et ces lois, on les obtient non pas par des télescopes, mais par des accélérateurs. L'accélérateur que vous voyez ici au CERN à Genève, celui qui a découvert le fameux boson de Higgs, c'est justement celui qui maintenant nous apprend quelles sont les lois qui gouvernent la matière. Donc vous voyez avec ces 2 éléments, une connaissance de ce qu'est une observation de l'univers d'aujourd'hui, la connaissance des lois, on va essayer de mettre tout ça ensemble et de raconter cette histoire. Et là, il se passe un autre événement, mais alors là, c'est tout à fait par hasard, c'est vraiment, je dirais, la nature, quelquefois, elle peut être bienveillante pour les malheureux physiciens qui essayent de la comprendre. Elle leur offre tout d'un coup, comme en bonus, des éléments gratuits et imprévus. Et en 1965 est arrivé un élément qui va être fondamental pour reconstituer cette histoire, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, c'est une image de ce qu'était l'univers en tous ses premiers temps. Vous voyez, c'est vraiment un cadeau. Si vous avez une image du point initial, ce que c'était au début, vous avez une image de ce que c'est maintenant, et vous avez les lois qui contrôlent ce qui s'est passé, vous êtes vraiment dans une situation bien favorable. C'est ce qui s'est passé en 1965. C'est par hasard parce que ce n'était pas du tout prévu. Ça se passe à une période, dans les années 60, 65. Moi, je travaillais à la NASA à cette période. Et la NASA lançait des satellites dans l'espace. C'était le temps des Spoutnik et tout ça, vous vous souvenez. Lançait des satellites dans l'espace et on les perdait. On perdait le contact avec eux. On n'avait plus le moyen, dès qu'ils étaient passés l'horizon, on n'avait plus de contact avec eux. Alors, la NASA a demandé à des ingénieurs, M. Penzias et M. Wilson, qui sont présents ici, pouvez-vous nous donner un moyen de retrouver le contact avec les fameux satellites, c'est-à-dire nous faire des télescopes qui permettent, avec des longueurs d'onde appropriées, de suivre ces télescopes? C'est ce qui se passe. Ils trouvent le moyen, ils commencent avec ce petit télescope très primitif, mais après ça, ça devient beaucoup plus sophistiqué. Et à un moment donné, le problème est réglé, on a repris le contact avec les satellites, on peut les suivre tout au long de leur orbite autour de la planète. Ça marche trop bien.
Ça marche quand il y a des satellites, ça continue à marcher quand il n'y a pas de satellite. On continue à recevoir une espèce de friture. Vous savez, comme quand vous êtes sur votre poste de radio, que vous êtes à côté des postes, vous avez de la friture. Cette friture, on continue à la recevoir jour et nuit, toute une année complète, continuellement, la même friture. Et c'est là qu'on arrive à découvrir, je ne vous dirai pas comment on l'a fait, ça serait un peu long, qu'on arrive à découvrir que ce qu'on détecte, c'est un rayonnement qui vient du tout début de l'univers et qui nous montre ce que verrait quelqu'un qui aurait été là, pas tout à fait au début, mais presque, et qui aurait regardé le ciel. Et c'est vraiment un cadeau fantastique de la part de la nature. Elle n'est pas toujours ingrate, quelquefois elle nous donne des coups de main quand on veut essayer de la comprendre. Eh bien, je vais vous montrer cette image. C'est aussi un document aujourd'hui qui est fondamental. De ce document, nous tirons énormément d'informations sur le passé de l'univers et des informations qui sont fondamentales pour reconstituer le passé du cosmos. Alors l'image, je vais vous la montrer. Je dois vous dire tout de suite, elle est en fausse couleur. Les couleurs que vous allez voir là ne sont pas des vraies couleurs. Il n'y a pas de couleurs associées aux ondes. Ce sont des ondes radio. On est dans le domaine radio. Mais les dégradés que vous allez voir vous indiquent les variations de température du ciel. Mais encore une fois, c'est... Bon, encore... Ça, c'est ce qu'aurait vu, mais c'est un document réel. Ce n'est pas une image de synthèse. C'est un document réel. Ce qu'aurait vu une personne qui aurait regardé le ciel à cette période, et dont les couleurs sont fausses, je vous le dis, mais les dégradés sont réels. Les parties rouges sont les plus chaudes, les parties bleues et noires sont les plus froides. C'est l'aspect du ciel, c'est le document initial qui nous permet maintenant de reconstituer l'histoire du cosmos. Et pour vous interpréter cette image, maintenant je vais vous raconter un peu qu'est-ce qu'on en obtient, quels sont les messages qu'on peut en tirer. Je vais d'abord décrire l'univers d'aujourd'hui. Nous vivons dans un univers qui est très richement peuplé de structures à toutes les dimensions qui sont très organisées. Et par exemple, si on veut décrire les systèmes, les organismes, les structures qui peuplent l'univers, on va commencer par les plus grandes dimensions. Donc, dans les plus grandes dimensions, vous avez vu les galaxies, comme vous avez vu tout à l'heure. Une galaxie, c'est très grand. La lumière met 100 000 ans à traverser la Voie lactée, à une vitesse de 300 000 km par seconde. Ça vous donne une idée des dimensions des galaxies. Ce sont les plus gros systèmes organisés de notre univers. Mais dans une échelle décroissante, on trouve ensuite les étoiles. Il y en a des bleus, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a des brillantes, il y en a des plus faibles, il y en a énormément, il y en a des centaines de milliards. Ce sont également des structures organisées qui peuplent l'univers. Et puis, à des échelles plus petites, nous avons les planètes, Jupiter, Saturne, la Terre. À une échelle toujours plus petite, nous avons la Lune, les comètes, les astéroïdes. À une échelle encore plus petite, nous avons la fantastique variété des êtres vivants sur la Terre, au moins 10 millions de plantes, d'espèces de plantes et d'animaux, à partir des plus grands qui sont les baleines et les éléphants, jusqu'aux plus petits qui sont les virus et les bactéries. Tout ça, ce sont des systèmes organisés. Nous continuons, nous arrivons au niveau des molécules, les molécules géantes, l'ADN qui forme notre génome, les molécules plus petites comme l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac. Plus petit encore, nous arrivons au niveau des atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer, le plomb, l'or, tout le tableau de Mendeleïev qu'on apprend au lycée. Encore plus petit, le noyau des atomes, et encore plus petit, à l'intérieur de ces noyaux, les quarks qui sont les composantes. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un univers très richement organisé à tous les niveaux. Juste un petit moment, je bois un verre d'eau et je vous reviens. Voilà. Alors, ça, c'est la caractéristique, je dirais, de l'univers d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous apprend ce
document que je vous ai montré, il nous apprend que l'univers le plus ancien est sans structure. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'être vivant, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, il n'y a même pas de protons et de neutrons. Toutes ces structures que nous observons, que nous voyons, que nous dénombrons aujourd'hui, sont inexistantes à cette époque. Il y a quoi? Il y a un magma inconstitué de matière portée à des températures extrêmes, extrêmement chaudes, extrêmement denses, extrêmement lumineux, ce que décrit le mot Big Bang qu'on emploie pour cela. C'est la différence entre l'univers d'aujourd'hui et l'univers des premiers temps. Ça, c'est le message le plus important que nous amène ce renseignement. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que maintenant, quelle est l'histoire de l'univers? Eh bien, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est comment cet univers s'est structuré. C'est comment, au cours de ces 14 milliards d'années, il est passé de cet état complètement chaotique dans l'état extrêmement organisé dans lequel il est aujourd'hui, et dont un des résultats les plus intéressants, c'est chacun d'entre nous, c'est notre cerveau. Le cerveau est une image typique d'une des structures les plus organisées qui existent dans l'univers, et cette organisation est le résultat d'une très longue histoire. L'univers des premiers temps, en peu de mots, il est extrêmement chaud, extrêmement désorganisé. Son histoire, c'est qu'il se refroidit progressivement. Il se dilue. Vous avez vu, les galaxies s'éloignent, donc il devient de moins en moins dense. Il s'obscurcit. La nuit, il fait noir. Le jour, il fait clair, mais parce qu'on est près d'une étoile, le soleil. Mais la nuit, il fait noir. Et l'univers est de plus en plus noir. Il s'obscurcit. Pas à l'échelle de quelques années, on ne le verrait pas dans nos vies. À l'échelle de milliards d'années, l'univers devient de plus en plus noir. Et quatrièmement, donc, il se refroidit, il se dilue, il s'obscurcit et il s'organise. Ça, c'est les 4 opérations qui se produisent tout au long de la vie de l'univers. Alors, s'organise pour, en particulier, former toutes ces structures dont j'ai parlé. Et dans ces structures telles que nous les voyons aujourd'hui, nous voyons que jouent un rôle très important les étoiles. Dans cette structuration, les étoiles vont jouer un rôle extrêmement important, que je vais vous décrire, et également les galaxies. Un événement important qui est dans notre passé, on peut dire ça nous raconte notre passé, c'est ce qu'on appelle des collisions de galaxies. Les galaxies, en certains cas, entrent en collision. Et qu'est-ce qui se passe quand 2 galaxies entrent en collision? Eh bien, vous allez voir ici une image. Ça, c'est une galaxie. Il y en a une autre ici. Les 2 galaxies sont en train de s'interpénétrer. La matière est complètement déformée autour d'eux par les champs de gravité. Une collision de galaxies, ça a pour effet de provoquer la naissance d'une très grande quantité d'étoiles, en particulier des étoiles géantes bleues. Les étoiles géantes bleues, vous avez ici tout ceci, ce sont des étoiles dont la naissance a été provoquée par la pression qui s'exerce quand 2 galaxies entrent en collision. Alors, ces étoiles géantes bleues, elles ont une caractéristique qu'on va retrouver un peu plus tard. Les étoiles sont les lieux où se forment les atomes. Les atomes de carbone, d'azote, d'oxygène, etc., n'existaient pas au tout premier temps du cosmos. Ces atomes ont été provoqués par les étoiles. Au cœur des étoiles, il fait très chaud. Au centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Au centre des géantes bleues, il fait 30 millions de degrés. À ces températures, il y a des réactions nucléaires, c'est ce qui se passe dans nos réacteurs, des réactions nucléaires qui produisent de nouveaux éléments. Les étoiles sont
les éléments qui ont fabriqué les atomes. Nous sommes des poussières d'étoiles, c'est ça que ça veut dire. Quand vous touchez votre corps, vous touchez à des tissus qui sont eux-mêmes faits d'atomes, de molécules. Ces atomes n'existaient pas au tout premier temps de l'univers, c'est les étoiles qui les ont formés. Et ces étoiles sont apparues grâce à des collisions de galaxies. Vous voyez, là, on remonte dans notre pedigree, dans notre passé. Si on veut essayer de reconstituer notre histoire, il faut d'abord comprendre d'où viennent les atomes qui nous sommes constitués. Ces atomes viennent des étoiles. Ces étoiles elles-mêmes sont provoquées par des collisions de galaxies. Vous voyez comment ces observations du ciel aujourd'hui, nous voyons dans le ciel un peu notre infrastructure, un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour qu'il y ait des atomes alors qu'il n'y en avait pas. Il fallait donc qu'il y ait des collisions de galaxies, des étoiles qui forment des atomes, et tout ça, ça fait partie de notre histoire personnelle. Là, vous retrouvez peut-être l'événement le plus ancien de notre histoire. Notre corps est composé en grande partie d'atomes d'oxygène. L'oxygène vient des étoiles géantes bleues. Les étoiles géantes bleues sont leur naissance est amorcée par des collisions de galaxies. Voyez comment on reconstitue toutes les étapes qui se passent entre le moment où l'univers apparaît, il y a 14 milliards d'années. Ne me demandez pas ce qu'il y avait avant, je n'en sais rien, personne n'en sait quoi que ce soit, mais dans 14 milliards d'années, la matière apparaît, des galaxies se forment, des galaxies entrent en collision, les collisions engendrent des étoiles, les étoiles engendrent des atomes, etc., etc. Donc là, vous voyez des étapes fondamentales de notre histoire. Ce qui est intéressant aujourd'hui, grâce au fait que nous savons que nous avons une histoire, c'est que nous reconstituons notre propre histoire. C'est-à-dire que les astronomes, après avoir découvert que l'univers a une histoire, ce sont des historiens, mais quelle est l'histoire qu'ils racontent? Leur propre histoire. Comment appelle-t-on quelqu'un qui écrit sa propre histoire? Un autobiographe. L'astronomie est une autobiographie qui nous renseigne sur nous-mêmes. Alors, on va s'intéresser encore un peu plus aux étoiles, puisque les étoiles dont on nous avait dit dans le passé qu'elles nous racontaient notre futur, eh bien, nous savons que les étoiles nous racontent notre passé. Elles nous racontent cette étape fondamentale de notre existence qui a pour résultat que notre corps humain a pu se former avec des atomes. Alors, on va voir quelques belles images de la vie des étoiles qui deviennent donc très importantes pour nous. Voilà un lieu de formation d'étoiles. Là, nous sommes dans la Voie lactée. Ça, on appelle ça des nébuleuses. Ce sont d'immenses nuages de gaz et de poussière opaques. Et c'est à l'intérieur de ces nuages que les étoiles se forment et sont éjectées, comme vous voyez ici. Vous assistez véritablement à un accouchement d'étoiles. Ces étoiles ont été formées à l'intérieur par la condensation de ce nuage sous son propre poids. La masse qui s'est effondrée sous son poids se réchauffe, devient une étoile. Les étoiles ensuite sont éjectées. C'est ce qui s'est passé il y a 4 milliards 500 millions d'années, quand, dans un phénomène analogue, notre Soleil est né également dans des circonstances comme celle-là. Donc voilà donc la naissance des étoiles. Alors la vie des étoiles, ce que je vous ai raconté, l'étoile brille, mais au centre il fait très chaud, il y a des réactions nucléaires, elle crée des nouveaux atomes, elle accumule à l'intérieur, comme une usine, des atomes nouveaux, et puis à la fin de sa vie, elle explose. Voici une image d'une étoile qui a explosé le matin du 4 juillet 1054. Ça a été observé par des astronomes chinois qui regardaient le ciel et qui ont vu un beau matin un astre très brillant apparaître dans le ciel, plus brillant que la pleine lune, qui est resté brillant dans le ciel pendant des mois, qui a faibli progressivement et qui, après un certain temps, n'était plus visible le jour, mais la nuit. Et puis encore plus tard, après quelques décennies, disparu même la nuit. Mais comme ces astronomes étaient des gens très minutieux,
Ils ont marqué sur les cartes du ciel le lieu où cet événement avait été apparu. C'était quelque part près de l'étoile Aldébaran, dans la constellation du Taureau. Et aujourd'hui, avec nos instruments, nous pouvons diriger nos télescopes dans cette direction, aller voir ce qui reste effectivement de cet astre qui a explosé ce matin-là. Ce que nous voyons, c'est ceci. Vous voyez, c'est les débris d'une étoile qui continue à se répandre dans l'espace. Les couleurs, pour les astronomes, ce sont des signatures. Chaque élément qui brille dans des couleurs très particulières. Ce qui est vert ici, nous savons que c'est de l'oxygène. Ce sont des atomes d'oxygène qui sont ici présents, ici des atomes d'azote et d'hydrogène. Chaque couleur nous indique quel élément émet la lumière, à quelle température, dans quel champ magnétique. C'est devenu un art très développé, mais qui nous permet de voir que cet objet, qui s'appelle maintenant la nébuleuse du Crabe, c'est effectivement cette étoile qui est morte le matin du 4 juillet 1054 et qui nous a apporté, qui a mis en circulation dans la galaxie tous ces éléments nouveaux que vous voyez là, qui vont ensuite se répandre dans toute la galaxie, qui vont être reprises dans d'autres nébuleuses, qui vont former des étoiles, qui vont mourir. Il y a comme ça dans la galaxie continuellement des générations d'étoiles qui apparaissent, qui naissent, et qui vivent et qui meurent, et qui ont comme résultat que la galaxie s'enrichit en atomes, en particulier ces atomes de la vie, que sont le carbone, l'azote et l'oxygène. Et il y a 4,5 milliards d'années, une étoile apparaît. Autour de cette étoile, il y a une planète qui est notre Terre. Cette Terre, justement, est fabriquée avec ces éléments qui ont été fabriqués auparavant. Alors, voilà une image de notre Soleil. Voilà des éléments maintenant sur la Terre qui vont constituer le terreau où la vie va apparaître. Voilà les éléments, la vie maintenant qui va apparaître il y a à peu près 3 milliards d'années dans l'océan primitif sous forme de petits groupuscules qu'on appelle le plancton, qui vont évoluer, qui vont devenir des poissons, qui vont devenir des amphibiens, des reptiles, des mammifères, et puis, pour ce qui nous intéresse, chacun d'entre nous, des corps humains et un jour nous-mêmes. Vous voyez toute la relation qu'on peut faire entre tous ces événements qui se sont passés dans l'univers depuis 14 milliards d'années et qui ont eu comme résultat chacun d'entre nous. Alors, on appelle pyramide de la complexité, justement, ces étapes qu'on a vues passer, c'est-à-dire au début, il y avait un magma incohérent avec des électrons qui sont, et des quarks qui sont associés pour faire des protons et des neutrons, qui sont associés pour faire des noyaux atomiques, des atomes, des molécules, des cellules et puis des organismes. Nous habitons quelque part ici, nous sommes à ce niveau-là. En parallèle, c'est formé des étoiles et des galaxies. Et pour bien vous faire comprendre ce qui s'est passé, je vais vous proposer un petit exercice. Il s'agit de fermer les yeux pour quelques secondes et de dire intérieurement « j'existe ». De dire « j'existe dans le monde, je suis à une conférence d'astronomie ». Eh bien, ce que vous venez de faire, c'est une des plus grandes prouesses qui ait jamais été faite dans l'univers, bien au-delà de tout ce qu'il faut pour gagner des médailles d'or ou d'argent aux Jeux olympiques. Je vais vous la décrire de la façon suivante. Le corps humain est fait, évidemment, de ces particules élémentaires qui se sont associées tout au long de cette histoire. Dans un corps humain, le corps humain, en dernière analyse, il est composé d'électrons et de quarks. Il y a beaucoup d'électrons et de quarks dans notre corps. Pour vous donner une idée du nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans notre corps, voici le chiffre. C'est 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 pour les initiés. Ces particules qui composent notre corps existaient au tout premier temps du cosmos, mais dans un état complètement différent d'aujourd'hui. Elles étaient dissociées. Elles allaient chacun leur petit bonhomme de chemin, comme des boules de billard sur une table de billard,
Et elles ont été prises dans cette quantité de fédération d'éléments qui ont permis à ces quarks de former encore une fois des noyaux, des atomes, etc., etc. Et quand vous avez fermé les yeux, ces particules qui étaient complètement dissociées dans le passé, aujourd'hui sont associées d'une façon avec une complexité fantastique qui vous permet précisément de dire « j'existe ». Pour dire « j'existe », il faut que 10 puissance 29 quarks et électrons se soient associés dans notre corps, ces particules que vous douchez quand vous prenez votre douche le matin, ces particules qui vous permettent d'exister, d'avoir un cœur qui bat, de manger, de digérer, tout ce qu'on sait de ce que ça prend pour la physiologie. Il faut que tout cela se soit organisé pour être en mesure d'arriver à ce résultat fabuleux qui est de dire « j'existe ». C'est ça la belle histoire. La belle histoire, en définitive, c'est notre histoire. C'est comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui à une conférence d'astronomie. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos pour que ce fantastique groupement de particules, cette structure qui est le corps humain, soit en mesure de se poser des questions. C'est une jolie histoire. Je vois que ça vaut la peine d'être racontée. Beaucoup de gens disent « je ne suis rien, nous ne sommes rien ». C'est pas vrai. Nous sommes des merveilles extraordinaires. Nous devons nous en rendre compte et en bénéficier. Nous avons une puissance fantastique. Le corps humain, l'intelligence humaine, c'est une chose fabuleuse. Bon, tout ça c'est beau, c'est gentil, mais maintenant, malheureusement, nous sommes obligés de passer à la moins belle histoire. Parce qu'il faut être réaliste dans la vie, on ne peut pas se contenter de vivre dans des belles histoires. La belle histoire, elle est beaucoup plus récente, la moins belle histoire. Elle commence il y a environ 7 millions d'années. Il y a 7 millions d'années, sur la Terre, il s'est passé un événement que personne ne comprend très bien, mais qui est réel. Il s'est passé qu'un animal, une espèce animale qui vivait à cette époque, a reçu un cadeau de la nature, là mettez des guillemets quand je dis cadeau, nature, un cadeau de la nature, a reçu un cadeau fantastique qui s'appelle une forme supérieure d'intelligence. Parmi tous ces animaux qui vivaient là, imaginez la belle au bois dormant qui vient avec sa baguette magique et qui vient sur le prince et qui lui donne l'intelligence. Comment ça s'est passé, encore une fois, personne ne le sait vraiment. C'est un sujet d'étude par les sciences cognitives, personne ne le sait vraiment, mais ça s'est passé. Cette espèce animale qui a eu ce cadeau, eh bien, c'est, comme vous savez, un chimpanzé. Un chimpanzé qui n'était pas particulièrement plus intelligent que les gorilles ou les autres singes. Comment ça s'est passé? On ne le sait pas vraiment, mais ça s'est passé. Et c'est là que commence cette histoire qu'on va appeler la moins belle histoire. Heureusement que ces êtres, nos ancêtres de cette époque, ont eu ce cadeau. Parce que les êtres humains, quand ils apparaissent, sont vraiment très mal nantis pour vivre, pour se protéger dans une nature hostile. C'est une période où ces êtres humains n'ont pas vraiment d'éléments pour se défendre. Ils n'ont pas de grandes dents comme les tigres, ils ne courent pas vite comme les guépards, ils ne volent pas comme les oiseaux, ils n'ont pas de carapace comme les tortues. Comment arriver à survivre dans une ambiance aussi peu fraternelle que l'ambiance de cette période où, grosso modo, si vous voulez vivre, il y a deux choses, il faut manger et ne pas être mangé. C'est ça qui vous permet de survivre à cette période. Et c'est là que l'intelligence va leur permettre, eux qui n'ont pas ces cadeaux des griffes, des dents, etc., ils ont l'intelligence et ils vont s'en servir pour essayer de survivre et ils vont réussir à survivre, à former des familles et tout ça. Et on va parler maintenant justement de cette fameuse intelligence, le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les humains apparaissent en Afrique. Ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Ils sont sauvés par leur intelligence. C'est ça qui se joue à ce moment-là. Et on va s'intéresser aux moyens.
C'est ça qui bouge. Ouais, merci. Voilà, donc on va parler maintenant de ces... Qu'est-ce qui va leur permettre de survivre? C'est qu'ils sont capables de fabriquer des armes. S'ils n'ont pas des griffes, ils ont des armes. Séquence des armes. Ben, comme ils sont intelligents, effectivement, ils sont capables de faire des armes qui sont bien utiles pour se défendre et pour manger. Et puis, ils font des armes de plus en plus sophistiquées. Ils font des frondes, ça leur permet de frapper des oiseaux dans les arbres. Ils font des arcs, des flèches. Plus tard, comme ils développent cet art, ils arrivent à découvrir la poudre à canon. Ils vont faire des fusils, ils vont faire des canons, bien sûr. Ils vont faire des chars d'assaut, ils vont faire des bombes atomiques, ils vont faire des explosions et on arrivera à Hiroshima. Je vais vous raconter un événement qui s'est passé en octobre 1983. On est à Moscou, à l'arsenal, à la centrale des armes de l'Union soviétique, là où il y a les commandes sur les bombes atomiques qui sont dans les silos et les fusées nucléaires prêtes à partir. Un homme qui s'appelle Stanislas Petrov est aux commandes de l'arsenal. C'est lui qui doit prendre la décision. Il reçoit un ordre de son quartier général qui lui dit « Les Américains ont lancé 5 ogives nucléaires. Elles seront ici dans 15 minutes. C'est le temps que ça prend pour traverser l'Atlantique. Vous êtes aux commandes, c'est vous qui décidez. » Vous voyez la situation. C'est octobre 83. M. Stanislas Petrov ne fait rien. Heureusement, parce qu'on découvre après coup que c'était une fausse alarme. Mais quand on lui a demandé, vous aviez des ordres, vous auriez dû lancer les bombes, pourquoi ne les avez-vous pas lancées? Il a répondu, j'ai hésité, il n'y avait pas beaucoup de temps pour hésiter, 15 minutes. J'ai hésité et j'ai décidé que ce n'était pas une bonne idée de déclarer une guerre mondiale. Vous voyez cet événement, ce qui vient de se passer, ce qui montre notre fragilité. Nous sommes à la merci du pouce de M. Stanislas Petrov. S'il avait décidé autrement, et il aurait très bien pu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il est vraisemblable qu'une guerre nucléaire, avec l'arsenal nucléaire des deux pays, les États-Unis et la Russie, aurait pu faire disparaître l'humanité, ou en tout cas une bonne partie de l'humanité. Vous vous rendez compte que l'histoire aurait été extrêmement différente. C'est intéressant. Bon, ce monsieur a été blâmé, mais après coup, il a été récompensé, il a eu des médailles, il est considéré comme un sauveur de l'humanité, il le méritait bien. Un sauveur de l'humanité, oui, il le méritait bien. Mais quand vous y réfléchissez, et c'est toujours intéressant quand se passent des événements comme ça, de les revoir après coup et d'y réfléchir, vous vous rendez compte de ce qui s'était transformé pendant cette histoire. L'intelligence qui était ce qui a sauvé nos ancêtres, qui nous a permis d'exister aujourd'hui, par son propre développement, après avoir fabriqué toutes ces armes, en était au point où elle pouvait nous exterminer. C'est-à-dire que le rôle de l'intelligence qui était positif est devenu progressivement, potentiellement très négatif. Et ça, c'est important de le retenir. La leçon, c'est que nous sommes fragiles. Nous pourrions disparaître. Ça nous choque, bien sûr, parce qu'on nous a toujours dit que nous sommes l'espèce supérieure, le chef-d'œuvre de la création, le but de l'évolution. Et là, vous vous rendez compte que nous aurions pu disparaître par le jeu du pouce d'une personne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une période qui s'appelait la terreur nucléaire. Plusieurs d'entre vous s'en souviennent, c'était une période entre 1950 ou 1990, la guerre froide, où on a appris qu'à plusieurs reprises, là je vous ai raconté un phénomène, mais il y a eu également l'histoire de Cuba, par exemple, où on est venu à 2 pas de l'histoire de Charlie Point. À plusieurs reprises, on est venu très près de nous éliminer. Heureusement, nous en sommes sortis, mais ce que nous découvrons, nous en sommes sortis, je dis,
parce qu'aujourd'hui, la terreur nucléaire n'est plus ce qu'elle était, bien qu'elle ne soit pas complètement effacée. Vous savez que la Corée continue à faire des bombes atomiques. La guerre nucléaire, qui aujourd'hui n'est pas un scénario très réaliste, comme ce l'était à cette période, existe toujours et pourrait revenir. Il faut s'en souvenir. Nous sommes sous la menace. Nous sommes sous la menace de quoi? Non pas de forces naturelles, mais de nos propres inventions, c'est-à-dire du produit de notre très grande intelligence. C'est notre très grande intelligence qui nous a permis de faire des bombes atomiques. Aucun animal n'est en mesure de faire des bombes atomiques. Notre très grande intelligence aurait pu nous éliminer. C'est ça la leçon qu'il faut retenir. Alors, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Ce qu'on a découvert, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, la terreur nucléaire n'est plus ce qu'elle était, mais elle a été remplacée, si on peut dire, par un autre phénomène qui pourrait également nous éliminer et qui est, bien sûr, la crise environnementale, l'écologie, la menace que nos activités, toujours nos activités humaines, nous menacent. Le réchauffement climatique en est précisément un exemple. Aujourd'hui, nous découvrons depuis quelques décennies que notre puissance technologique est telle qu'elle nous menace, elle pourrait nous faire disparaître. Notre influence est à l'échelle de la planète. Nous sommes capables de réchauffer la planète, nous sommes capables d'acidifier les océans, nous sommes capables de la polluer. C'est toujours, nous sommes pris devant cette foutue super-intelligence, cette foutue manière de faire toujours des techniques de plus en plus puissantes et qui pourraient nous menacer. Voici une image de la Terre vue du ciel par des satellites. Vous reconnaissez, avec vos connaissances géographiques, l'Amérique ici, l'Europe, la France est quelque part là. Le jaune, ce sont les autoroutes et les villes. Notre influence, c'est à l'échelle de la planète. Le rouge, ce sont les torchères des puits de pétrole où on brûle le méthane. Le mauve, ce sont les feux de forêt qui sont en train de faire disparaître nos forêts, en particulier en Amazonie, au Congo et en Indonésie. Et est-ce que vous voyez ici une petite tache verte? Une petite tache verte dans la mer du Japon. Est-ce que vous la voyez? Non? Oui? Alors, vous voyez cette tache verte. Qu'est-ce qui produit cette tache verte? Là, rappelez-vous que nous sommes à 400 km. Nous sommes dans un satellite qui prend des photos à 400 km de hauteur. Vous voyez ici le Japon et vous voyez cette tache très brillante. Qu'est-ce qui peut illuminer en vert avec une telle intensité que ce soit comparable? Tokyo est quelque part là, vous voyez, c'est pas beaucoup moins lumineux que la ville de Tokyo dans son ensemble. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, Hiroshima, ça n'a pas fait de lumière, puis d'ailleurs c'est passé depuis longtemps. Là, c'est une photo récente, du ciel récente. Non, les centrales nucléaires, ça ne fait pas beaucoup de lumière. Ça fait d'autres choses, mais ça ne fait pas de lumière particulièrement. Oui, le bateau de pêche, c'est la bonne réponse. La bonne réponse, vous allez la trouver ici. La bateau de pêche, ça s'appelle la pêche au lamparo. C'est un mode de pêche extrêmement efficace qui prend plus de poissons en un rien de temps qu'on en a pris pendant des années. Et il y a des milliers de bateaux illuminés avec ces taches vertes. Et voici ce qui est visible à 400 km au-dessus. Eh bien, j'ai mis cette image-là pour rappeler une chose. Encore une manifestation de notre intelligence. Nous sommes capables de prendre des poissons à une vitesse fantastique, ce qui a comme résultat que nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit naturellement. Vous voyez comment on atteint nos limites. Nous sommes très intelligents, nous pouvons faire beaucoup de choses merveilleuses, mais nous sommes incapables d'augmenter la vitesse de reproduction des poissons. Ça nous échappe. Et c'est un des éléments, justement, qui fait les problèmes d'aujourd'hui, c'est que notre activité est au-delà des limites naturelles, au-delà des capacités de la Terre de nourrir tout le monde, y compris les êtres vivants. En peu de mots, on peut dire, nous menons une guerre contre la nature.
C'est pas vrai, personne n'a envie de mener une guerre contre la nature. Mais en pratique, c'est ça qui se passe. Ce que vous voyez ici, c'est des pesticides que l'on répand sur le sol. C'est ça, mener une guerre contre la nature. Avec ces pesticides, nous détruisons les papillons, les vers de terre, les insectes pollinisateurs. Donc, c'est notre propre... C'est l'arbre sur lequel nous sommes, que nous sommes en train de couper la branche. Et on peut dire, si nous gagnons, nous sommes perdus. C'est ça la situation présente qui s'appelle la crise écologique contemporaine, qui nous menace, non pas à l'échelle de 15 minutes, comme les bombes nucléaires, mais à l'échelle de quelques décennies. Et ça, vous êtes au courant, vous connaissez toute cette histoire depuis longtemps. Il y en a plein les journaux, toutes les catastrophes écologiques, les problèmes que ça pose un peu partout. C'est toujours les éléments fondamentaux qui nous amènent à réfléchir. C'est toujours l'intelligence au service du profit immédiat. C'est-à-dire l'intelligence utilisée sans considération pour la réalité telle qu'elle se présente. C'est, par exemple, en moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse qui ait jamais existé. Jamais dans le passé, une espèce a pu en éliminer une autre complètement. Les lions mangent les gazelles, mais il y a toujours les lions, il y a toujours les gazelles. Et c'est appelé des équilibres. Nous sommes incapables de faire ça. Ce que nous faisons, nous le faisons trop, nous le faisons inconsidérablement, et c'est ça que nous sommes qui est menacé. Nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces cette fois avant la fin du siècle. Alors, nous allons maintenant, pris devant cette difficulté, nous allons chercher à prendre des conseils et nous allons prendre des leçons de l'étude du passé de la vie sur la Terre. Ce n'est pas la première fois que la Terre se réchauffe. Ce n'est pas la première fois que le gaz carbonique augmente. Pourtant, nous savons qu'il y a des espèces qui durent depuis très longtemps et qui persistent dans l'existence. Et nous allons prendre comme modèle les tortues. Une tortue, d'après nos critères, ce n'est pas particulièrement intelligent. Mais les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Nous avons, après 7 millions, nous sommes déjà dans le collimateur. Donc on peut demander aux tortues comment elles ont fait pour vivre aussi longtemps. D'une façon générale, nous savons que sur la Terre, il y a eu des millions d'espèces qui sont apparues, des millions d'espèces qui sont disparues. C'est un phénomène régulier sur la Terre. Les espèces apparaissent et disparaissent. Quels sont ceux qui perdurent? Quels sont ceux qui peuvent durer? C'est des leçons que nous avons à apprendre. Les tortues existent depuis 300 millions d'années. Et la recette que les tortues nous apprennent, c'est que les espèces qui durent sont celles qui savent s'intégrer dans un écosystème où elles sont capables de prendre et de donner, c'est-à-dire de vivre en harmonie avec la nature. Les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter aux variations des climats, au volcanisme, aux météorites. Sur ce plan, nous sommes nuls. Nous sommes l'espèce, encore une fois, la plus saccageuse, la plus loin d'être adaptée à son environnement, à son écosystème. Nous détruisons nos écosystèmes à très grande vitesse et c'est là que se pose le problème aujourd'hui. Alors, la question que cela peut poser maintenant, puisqu'on va revenir à l'intelligence, c'est l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Est-ce que c'était une bonne idée de la nature de nous donner l'intelligence si cette intelligence nous avait éliminés? Imaginez des extraterrestres qui seraient débarqués en 1983, qui auraient vu une Terre complètement détruite avec des débris radioactifs et de la pollution partout, et qui se seraient posé la question, mais pour ces gens, manifestement, l'intelligence a été un cadeau empoisonné. La réponse à la question, on n'a pas la réponse. C'est la question que la nature nous pose. Là, la nature est beaucoup moins gentille. Elle nous a dit, je vous fais un cadeau, mais débrouillez-vous. Parce que ce cadeau, il peut être empoisonné si vous n'apprenez pas à vivre avec elle et à survivre, à vous intégrer dans un écosystème. L'intelligence est un cadeau empoisonné quand elle est mise uniquement au service du profit immédiat, quand elle saccage son environnement,
Ce que vous voyez ici, c'est une région du Brésil où il y avait partout ici des forêts tropicales. Voilà ce qui en reste maintenant. Ça, c'est un exemple du comportement de l'humanité. L'intelligence est empoisonnée quand elle ne comprend pas la nécessité de s'intégrer harmonieusement dans la nature au risque de s'éliminer. C'est ça que nous avons appris. Nous sommes menacés justement par notre comportement. Elle est empoisonnée quand elle n'est pas assez intelligente pour cesser de couper la branche sur laquelle elle est assise. En définitive, elle est ce qu'on décide d'en faire. Rien n'est écrit dans le ciel, l'avenir n'est pas écrit dans le ciel. Là, ce qui va se passer, c'est ce qu'on va décider, et ce qui va se passer, c'est ça qui va décider de notre avenir ou de nous. Le futur qu'on peut prévoir, c'est ceci. La vie va continuer sur la Terre. Ce n'est pas nous qui allons l'éteindre. La vie est extrêmement robuste. Quoi que nous fassions, elle va continuer à exister. Elle est très forte. Les humains pourraient disparaître. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. C'est-à-dire, jusqu'ici, nous avons vécu dans cette idée que les êtres humains, c'est ce qui compte dans l'univers. Nous sommes le top. Nous avons le christianisme sur ce plan a joué un rôle assez négatif en nous disant nous sommes les seuls à avoir une âme immortelle. C'est bien ça que vous avez appris si vous êtes allé au catéchisme. Les animaux n'ont pas d'âme immortelle. Nous sommes ceux qui ont une âme immortelle. La Bible, la Genèse dès le début vous le dit, dominez sur les animaux et mettez-les à votre service. Ce que nous a répété Descartes après coup. Eh bien ça, nous savons que c'est l'erreur. Nous savons que si nous continuons à considérer que nous sommes les seuls importants et que les animaux sont à notre service, nous disparaîtrons. C'est le message aujourd'hui de l'écologie contemporaine. C'est-à-dire, il faut maintenant avoir un humanisme élargi à toute la nature. Nous dépendons d'espèces animales. Si nous les éliminons, nous disparaîtrons nous-mêmes. Nous n'avons plus le choix. Voilà, donc à partir de là, alors je voudrais maintenant vous parler de ce qui s'appelle le réveil vert, pour ne pas rester sur quelque chose de totalement négatif. Ça fait longtemps que des êtres humains ont répété, ont déploré le comportement de leurs collègues par rapport à la nature. Pythagore, déjà, il y a plus de 2500 ans, était complètement déplorait le saccage des humains. Mais à quel moment est-ce qu'on a commencé à aller plus loin que de déplorer? À quel moment est-ce que les humains se sont dit, ben, il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être prendre cette histoire en main? Et bien, ça se passe il y a à peu près un siècle et demi en Californie. C'est un moment où des humains décident de dire « ça suffit, on va se regrouper, on va faire des mouvements sociaux et on va commencer à combattre ce comportement des humains pour ne pas être éliminés ». Ça commence par un premier club de protection des animaux qui s'appelle le Sierra Club, qui existe toujours. Les premiers parcs nationaux, c'est en Californie aussi, c'est Yellowstone, c'est Yosemite. Le réveil vert commence en Californie à cette époque. Les premières associations pour la préservation de la nature, les premières législations, ces gens vont au gouvernement, exigent du gouvernement des lois pour protéger la nature. C'est nouveau, les lois qui protègent la nature. Il n'y en avait pas autant des Romains, hein? Il n'y en avait même pas autant de Louis XIV. Les lois de protection de la nature, ça commence à cette période, 1875, et ça vaut la peine de montrer, je pense, un homme qui a joué un rôle très important. C'est un Américain, John Muir, qui doit être considéré comme un bienfaiteur de l'humanité. C'est un des premiers qui a insisté, qui est allé à Washington pour avoir des lois. Bon, aujourd'hui, ça se poursuit depuis cette période. Il y a toutes ces conférences qui existent depuis cette période. Il y a eu Rio de Janeiro en 92, Paris en 2015. Alors là, cet événement, je crois que ça vaut la peine de mentionner qu'en novembre 2015, il s'est produit un événement historique. On ne l'a pas assez signalé. Moi, je pense que c'est important de le signaler. Il y a eu cet événement où, à la fin de la conférence qui s'appelait COP21, vous vous en souvenez, 195 pays
se sont associés pour dire il faut faire quelque chose. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toute la planète est d'accord sur un point. Ça, c'est quand même, ça vaut la peine. 195 pays se mettent d'accord pour dire il faut faire quelque chose. Pour reconnaître qu'il y a un problème. Le réchauffement climatique. On est menacé par cette température qui monte et qui, si elle continue à monter, on dit souvent que la situation pourrait devenir ingérable et je crains que ça ne soit vrai. Eh bien, à ce moment-là, se prendre des premières décisions, c'est le premier acte de ce qu'on appelle une gouvernance. Le problème de la planète, c'est que c'est plein de pays qui ont chacun leur autorité et vous ne pouvez rien faire si tout le monde a des opinions différentes. Il faut qu'il y ait des accords sur certains points. Cette conférence est un exemple de cela et à partir de là, on va essayer de régler le problème. Ça ne sera pas facile, ce n'est pas évident du tout, c'est pas sûr qu'on va y réussir, mais condition essentielle, c'est qu'il y a un accord mondial. Cet accord mondial a été atteint. Maintenant, il est menacé par l'arrivée de M. Trump, dont on ne sait pas s'il va déroger aux accords de Paris. On verra. Mais pour l'instant, c'est la situation positive dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a cette possibilité que cette moins belle histoire dont on a parlé ne nous élimine pas tous. Alors, je vais vous dire quelques mots maintenant. Moi, je me suis impliqué dans l'environnement. Les gens me demandent souvent pourquoi. La principale raison, c'est que j'ai des enfants et des petits-enfants et que je suis très inquiet pour l'état de la planète dans 50 ans. Personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut être, c'est facile. Vous prenez l'avion et vous allez, par exemple, dans une ville chinoise, mais il y en a beaucoup, qui s'appelle Chongqing. Je suis allé. C'est une ville de 30 millions d'habitants. Eh bien, vous allez voir ce que ça peut donner. L'air est irrespirable. Les enfants ne savent pas que le ciel est bleu. Le ciel est jaune sale. Vous toussez, il y a des asthmes. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas une invention. C'est quelque chose qui pourrait arriver si nous ne réagissons pas suffisamment. Heureusement, il y a beaucoup maintenant d'efforts un peu partout. On voit dans les villes en particulier beaucoup de municipalités qui ont pris conscience de ces problèmes, qui ont des comportements par rapport à la nature, par rapport aux pesticides, par rapport à des quantités de choses. C'est l'élément essentiel qui permet d'espérer que nous n'aurons pas ici des Chongqing dans quelques années. Alors, voilà, je vais vous demander maintenant quelque chose. Donc, je suis le président d'honneur de cette association. Notre activité principale, c'est pour répondre aux gens qui nous disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour protéger l'Amazonie? Je n'ai pas de moyens. » C'est vrai. Mais nous avons mis sur pied une organisation qui marche bien, qui s'appelle Oasis Nature. Oasis Nature, c'est une sorte de club auquel vous êtes invités. C'est un club, ça se passe comme ceci. Si vous avez, juridiction sur un coin de terrain, que ce soit un balcon ou un jardin ou un grand jardin, vous vous engagez, si vous décidez de vous associer à ce mouvement, à ce que sur votre jardin, sur votre terrain, la nature soit préservée. D'abord, il y a des choses évidentes, pas de pesticides, pas de chasse, sinon des chasses de régulation, on sait ce qu'il faut faire. Mais quand vous prenez la décision de participer à ce club, vous mettez sur votre terrain des panneaux comme ceci, vous donnez l'exemple aux gens autour de vous, vous allez voir, il y a beaucoup de réactions rapides, et vous êtes gagnant sur deux plans. Premier plan, vous avez chez vous, la nature est préservée, mais vous savez que vous avez préservé la nature, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette morosité qui fait c'est foutu, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire. Vous savez que sur ce qui vous appartient, sur lequel la législation vous donne les droits, l'Amazonie, vous n'avez aucun droit. Mais sur votre terrain, vous en avez. Vous avez pris cette décision et vous vous sentez dans un aspect, dans une position plus positive. On a des écoles, par exemple, qui sont devenues des oasis nature, qui ont transformé des dépotoirs en jardins, qui font des fêtes, qui mangent leurs légumes, etc. Il y a une tendance beaucoup plus positive, qui est beaucoup plus mobilisante
pour tout le monde. Donc, vous êtes invités. Je vous propose, vous trouverez sur Internet, vous allez à Oasis Nature ou bien à mon nom, vous trouverez des formules d'inscription. Ça vous coûtera 25 € par année. C'est pas la fin du monde. Et c'est un club aussi qui a son journal. Nous avons déjà 600 Oasis Nature en France, au Canada, en Belgique. Donc, vous êtes invités. Et je vous le demande expressément parce que le nombre d'adhérents à une association lui donne son poids. Nous avons pas beaucoup de membres, de sorte que nous n'avons pas la puissance que nous pourrions. Une autre de nos tâches, c'est du lobbying. C'est-à-dire, nous allons au gouvernement et nous disons, vous avez promis ceci, vous avez fait ça, on a déjà fait renverser plusieurs décisions. Par exemple, il y avait quelque temps, en Guyane, il y avait une compagnie minière qui voulait installer une mine d'or. Une mine d'or, c'est du mercure et du cyanure. Ça empoisonne les populations, les autochtones. Cette compagnie qui voulait avoir les droits pour la Guyane, c'est-à-dire à Paris, nous avons rencontré Sarkozy. Nous lui avons fait remarquer que si une telle compagnie se présentait en France, ce serait la révolution. L'idée de faire une mine d'or avec du mercure et du cyanure, ça ne passerait pas ici. Mais chez les Guyanais, qui sont les autochtones, il a fallu répéter, la France a des droits sur la Guyane, elle a aussi des devoirs. Les devoirs de considérer que les Guyanais sont également des êtres humains, et nous avons réussi. On ne réussit pas toujours, je vous raconte quelques fois où on a réussi, mais c'est important. Mais ça, nous pouvons le faire parce que nous avons une association, et nous avons une association qui a des adhérents, mais nous voudrions en avoir plus. Plus on a d'adhérents, plus notre voix compte au gouvernement. Donc c'est pour ça que je vous demande ce petit service de vous associer avec notre mouvement qui s'appelle encore une fois Humanité et Biodiversité et nous aider justement à avoir du poids. Nous allons maintenant vers un nouveau gouvernement que vous avez appris, qui est vraisemblablement, pas certainement un Fillon. Fillon, jusqu'ici, n'a aucun intérêt pour la biodiversité, aucun intérêt pour l'écologie. Ça va être un combat important d'essayer de le convaincre de s'intégrer, d'agir, parce que c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants qui se jouent ici. Voilà, merci beaucoup. Nous allons avoir une période de questions, donc si vous voulez poser des questions, même pas nécessairement des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des opinions, c'est intéressant de les avoir. On vous demandera de ne pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on va maintenant passer à cette période de questions. Pour ceux qui veulent s'exprimer, ça peut être un forum où on peut discuter de certains points. Vous nous avez parlé de la création du vivant. Attendez, où est-ce que vous êtes là? Là. Vous nous avez parlé de la création du vivant sur quelques millions et milliards d'années. Que pensez-vous du créationnisme qui est beaucoup plus proche et qui a force et vigueur apparemment, entre autres aux États-Unis? Alors vous voulez qu'on parle du créationnisme? Le créationnisme, ça ignore complètement les découvertes scientifiques les plus évidentes, les plus patentes. C'est vraiment un mouvement. Moi, je ne comprends pas comment on peut adopter des questions comme celle-là. C'est un danger, vous avez raison. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment scientifique. C'est un peu un retour d'une volonté un peu moralisante dans le bon vieux temps où tout le monde était croyant, il n'y avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pense que quelqu'un d'intelligent qui regarde la réalité, qui regarde ce que la science a absorbé, vous dire que le monde existe depuis 6000 ans, quand même, c'est un peu gros, non? Bonsoir, Hubert Rive. Je voulais poser une question par rapport à l'univers. Attendez, j'aime bien voir les gens. Si vous vous levez, je vous verrai mieux.
Ah, très bien. Bon. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'astrophysique, sur l'univers. Si vous pensez, enfin, si l'univers est en expansion, est-ce qu'un jour il sera en rétraction? Alors là, Est-ce qu'on peut imaginer ça? vous posez des questions d'avenir. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer dans l'univers, dans le futur? Alors, le problème, si on essaie de faire des prédictions, évidemment, tout le monde a envie de faire des prédictions, on les fait à partir de la science telle qu'elle est connue aujourd'hui. À différentes périodes de l'histoire, depuis plusieurs siècles, à partir des sciences connues, les gens faisaient des prédictions sur l'avenir. Mais comme la science évolue, que les choses changent, ces prédictions sont généralement renversées. À certaines périodes, on croit ceci, à certaines périodes, on croit cela. Aujourd'hui, on admet qu'il y a suffisamment de choses encore inconnues pour avoir une chance de faire des prédictions valables. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais je peux vous résumer un peu la situation. Généralement, on admet qu'il y a deux possibilités pour le futur. Je vous ai dit, l'univers aujourd'hui se refroidit. Première possibilité, il va continuer à se refroidir indéfiniment, jusqu'en arrivant au zéro absolu. C'est ce qu'on appelle en anglais le Big Chill. La deuxième possibilité, c'est non, après un certain temps, les galaxies arrêtent leur expansion, reviennent sur elles-mêmes et on retrace le Big Bang. Ça s'appelle Big Crunch. Alors, est-ce que c'est Big Chill ou Big Crunch? La théorie ne répond pas à cette question, mais la réponse peut venir des observations. Jusqu'ici, les observations vont plutôt dans le sens de Big Chill, mais je dirais, si vous faites un pari avec vos amis, ne pariez pas des sommes trop importantes. Bonjour monsieur. Oui. J'avais une petite question à propos de ce que vous avez souligné sur le fait que toutes les galaxies s'éloignent entre elles. Oui. Cependant, vous nous avez montré qu'il y avait la possibilité que des galaxies entrent en collision. Est-ce que vous pourriez détailler ce point, s'il vous plaît? Oui. Alors, les galaxies sont soumises à deux forces différentes. D'abord, il y a la force de gravité. Les galaxies, comme tout le monde, s'attirent. S'il n'y avait que ça, toutes les galaxies rentreraient en collision les unes avec les autres. Mais ce que Hubble a découvert, c'est ce qu'on appelle cette expansion, c'est-à-dire ce courant qui éloigne les galaxies les unes des autres. Donc, elles doivent rencontrer les deux problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la force de gravité, vous savez, elle augmente quand la distance est faible, et les galaxies qui sont très proches les unes des autres s'attirent. Par exemple, notre galaxie et la galaxie d'Andromède, qui est une de nos plus proches voisines, qu'on voit à l'œil nu, reviennent vers elles-mêmes et vont entrer en collision dans 4 milliards d'années environ. Par contre, les galaxies plus lointaines, la force d'attraction est plus faible et elles sont prises dans le courant. C'est un peu ce qui se passe quand quand vous avez un territoire roulant dans une station de métro, un trottoir roulant dans une station de métro, les enfants aiment courir sur les trottoirs roulants pour essayer d'aller à l'inverse de son mouvement. Alors, s'ils courent vite, ils peuvent remonter, mais s'ils ne courent pas vite, évidemment, ils sont ramenés. Résultat, les galaxies qui sont très proches peuvent entrer en collision, les galaxies qui sont loin ne le peuvent pas. C'est ça. Bonsoir. Donc, j'avais une petite question, peut-être un peu à côté de la plaque, je ne sais pas, mais toujours sur l'expansion de l'univers. Comment se fait-il que l'univers soit de plus en plus organisé, si j'ai bien compris? Donc au départ, il y avait le magma, et puis après, ça s'est organisé. Alors que l'entropie, il me semble que j'avais appris que c'était une grandeur physique mesurant le désordre, ne fait qu'augmenter. Il me semble que c'est le second principe, je ne suis pas sûr. Oui. Alors, vous avez tout à fait raison. L'entropie de l'univers en son ensemble augmente. Mais, parce que l'univers est un système fermé. Quand un système est ouvert, il peut diminuer son entropie à condition d'augmenter par son activité l'entropie du cosmos. Prenez par exemple un lac en hiver, un lac de l'eau
de l'eau, c'est pas très organisé. Vous passez votre main dans l'eau, ça c'est possible. Quand le lac gèle, il devient de la glace. Vous ne pouvez plus passer votre main dans la glace. Le lac s'est organisé. Il est passé d'un état de la matière qui était peu organisé, il est devenu dans un état de matière beaucoup plus organisé, nommément de la glace, un cristal de glace. Pour faire ça, l'univers, en se gelant, a émis de l'énergie de liaison de l'eau qui devient de la glace. Cette énergie, elle est dispersée dans l'espace et c'est elle qui compense la diminution d'entropie. L'entropie peut diminuer localement à condition que cette action augmente l'entropie de l'univers. C'est ce qui se passe. Donc il n'y a aucun conflit entre la seconde loi de la thermodynamique et l'accroissement de l'entropie globale. Il faut toujours distinguer l'entropie globale et locale. Nous-mêmes, nous sommes des systèmes très organisés. Les êtres humains, nous sommes des systèmes à faible entropie. Nous sommes... à faible entropie, pardon, c'est tout. Et toute notre vie, nous émettons du rayonnement. Vous ne voyez pas que vos collègues brillent parce que vous n'avez pas des yeux qui perçoivent l'infrarouge. Si vous avez des lunettes à infrarouge, comme les militaires ont maintenant, ils voient les gens la nuit. Pourquoi? Parce que le corps humain continuellement émet de l'énergie, à peu près comme une lampe de 100 watts. Nous émettons autant d'énergie qu'une lampe de 100 watts, sauf qu'elle est émise dans l'infrarouge, donc on ne la voit pas si on n'est pas les chats ou si on n'est pas des lunettes. Donc pendant notre vie, nous émettons continuellement de l'entropie sous forme de rayonnement infrarouge qui nous permettent de continuer à être organisés et pour un enfant de grandir. Parce qu'un enfant qui grandit toujours devient de plus en plus organisé, donc son entropie diminue. Donc la différence, c'est justement ça. C'est que tant que nous sommes en vie, nous émettons 100 watts. C'est requis par le second principe, si on peut dire. Quand nous mourrons, nous cessons d'émettre de la lumière. Nous n'avons plus besoin, puisque nous perdons, nous remontons à haute entropie, nous devenons un système désorganisé. Tous les cas concrets peuvent comme ça se montrer qu'il n'y a aucun problème avec l'entropie et son comportement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez alors. Oui, merci. Je voulais profiter de cette belle occasion, de ce bel élan, surtout sur la fin, votre commentaire, d'inviter, on va dire, nos élus présents ce soir, ici ou dans les communes environnantes, à montrer le bel exemple que vous nous proposez et à adhérer à votre association Humanité et Biodiversité pour que chacun se sente à l'aise dans ce sens et je pense on agira tous ensemble. Merci, merci. Merci, je vous serai très reconnaissant. Bonjour, j'aimerais revenir du coup sur la création. Où est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Ah, ok. J'aimerais revenir du coup sur la création des éléments dont vous nous avez parlé au sein des géantes bleues. Oui. Sauf que j'ai pas compris du coup si la présence de galaxies qui rentrent les unes dans les autres, donc la collision de galaxies, est propice à la création du coup des géantes bleues, mais ça implique qu'il y ait déjà de la matière. Donc comment ça s'est créé à l'origine en fait? Est-ce qu'il y a un atome de base qui a permis de générer tous les autres ou ça Oui, bien sûr. L'univers des premiers temps, il est composé d'hydrogène à 90% et d'hélium à 10%. Le restant, c'est presque rien du tout. Tout ce qui est au-delà, tous ces éléments de la table de Mendeleïev jusqu'à l'uranium, vient des étoiles. Ces étoiles peuvent produire ces éléments parce qu'il fait chaud à l'intérieur et qu'il y a des réactions de fusion. 4 hydrogènes fusionnent pour donner un atome d'hélium, 3 atomes d'hélium fusionnent pour donner un atome de carbone, etc. C'est une séquence de réactions nucléaires qui sont bien connues maintenant, qui sont reproduites en laboratoire, qui permettent de créer tous les éléments de la table de Mendeleïev. Alors pour ce qui est des collisions de galaxies,
Les galaxies contiennent des nébuleuses gazeuses qui ne sont pas solides, qui sont gazeuses. Et quand les galaxies entrent en collision, cela fait des pressions énormes sur la matière, et cette pression compresse cette matière et l'amène à s'effondrer sur elle-même, à former des étoiles. C'est ça le principe fondamental de la formation des étoiles. Ce sont ces nébuleuses qui sont compressées par les collisions de galaxies. Vous avez parlé beaucoup de chiffres, un grand nombre sont impressionnants. Donc si on prend celui du nombre de galaxies dans l'univers, donc évidemment, moi je ne saurais pas dénombrer des centaines de milliards d'objets. Donc je voudrais savoir comment on est arrivé à établir ce chiffre-là, dans l'idée. Oui. Alors d'abord, je dois faire une autre distinction que je n'ai pas faite. On fait la distinction entre l'univers qu'on dit observable et l'univers global. Nous ne voyons qu'une partie de l'univers avec nos instruments. Nous sommes dans la position de quelqu'un qui regarde la mer et qui voit de l'eau jusqu'à l'horizon, mais qui n'en conclut pas que ça s'arrête là parce qu'il ne voit pas au-delà. Il sait très bien que s'il ne voit pas au-delà, c'est parce qu'il ne peut pas, mais qu'il y a vraisemblablement de l'eau au-delà de l'horizon. Donc l'univers global, on ne sait pas, la question se pose déjà, les Romains, les Grecs en discutaient beaucoup, est-il infini? Est-ce que le nombre de galaxies est un nombre infini, ou peut-être un nombre très très gros qui prendrait beaucoup de place pour l'écrire, mais qui n'est pas fini? On ne sait pas. La réponse à cette question, c'est vraisemblablement, je ne dirais pas bien, plausiblement infini, mais ce n'est pas sûr. Par contre, l'univers observable, c'est celui qu'on peut voir. Et on peut dénombrer les galaxies qu'il y a dans l'univers observable. Ce nombre, c'est plusieurs centaines de milliards. Ça, c'est des statistiques qui sont obtenues à partir de documents comme celui que je vous ai montré, où on compte les galaxies dans un espace donné, on multiplie par l'espace, etc. Donc c'est ça la situation. L'univers est peut-être infini total, c'est pas sûr. L'univers observable, c'est un nombre fini. C'est le nombre qu'on dénombre avec des télescopes. Je voulais poser deux questions. Alors, la première question concerne les astéroïdes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces astéroïdes se produisent et si l'environnement autour de la Terre et s'il y a beaucoup d'astéroïdes et la probabilité qu'un astéroïde important frappe la Terre? Voilà. Enfin, je sais pas si... Ben non, là, ça fait 3 questions. Là. Moi, je vous propose d'en poser une, parce qu'il y a beaucoup de monde et plusieurs personnes. La probabilité qu'un astéroïde de taille importante frappe la Terre. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours des astéroïdes, des corps célestes, des cailloux, que ça peut venir des petits cailloux jusqu'à des gros corps. La Terre est continuellement bombardée par des quantités de corps célestes. En particulier, ceux que vous connaissez bien, c'est les étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est tout petit. Hein? C'est un petit gravillon qui frappe la Terre, qui rencontre la Terre, qui la frappe, et en entrant dans l'atmosphère, qui se réchauffe par friction, qui s'illumine, et vous voyez une étoile filante. Mais ça, c'est pour les petits. Il y a aussi des corps très très gros qui frappent la Terre, en particulier, il y en a un qui est connu, qui s'est passé il y a 65 millions d'années. C'est un astéroïde qui a frappé la Terre et qui est responsable du déclin des dinosaures. C'est les perturbations qu'il a apportées qui est aujourd'hui admis comme la fin des dinosaures il y a 65 millions d'années. On a retrouvé son cratère, il est quelque part près du Mexique. Récemment, on est en train de faire des fouilles, de creuser dans le cratère pour trouver s'il y a des choses intéressantes. Ça, c'est pour les très gros. Donc, en gros, plus ils sont gros, plus ils sont rares. Heureusement, si c'était dans l'autre sens, on aurait des problèmes. Ceux qui sont petits, il y en a des quantités. Et puis les très gros, comme celui qui est tombé comme ça au Mexique, il y en a un à tous les 100 millions d'années. Donc c'est pas très fréquent, mais quand ça frappe, ça fait du dommage. C'est un peu la situation. Notre Terre est continuellement bombardée par des petits, moyens, gros corps célestes, mais heureusement, les plus gros sont peu fréquents. Il y en a eu un récemment en Russie, quelque part, Chelyabinsk, je pense, qui est passé au-dessus de la ville et qui a fait sauter toutes les fenêtres de la ville.
Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu beaucoup de dommages. C'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand. Il pourrait y en arriver un sur Cluny demain, mais c'est peu probable. Disons que ce n'est pas la peine de paniquer. Bonsoir, Monsieur Rives, je suis à Oui. votre gauche. Oui. Moi, ma question portera plutôt sur ce qui s'est passé avant le Big Bang. Mm. Je sais que ce sera une réponse plus philosophique, physique ou scientifique, mais je veux savoir, d'après vous, dans quel état était l'univers avant le Big Bang? Et merci. On n'en sait rien. Ça, c'est vraiment la bouteille à l'encre. La question, ce que nous savons de l'univers, nous le savons à plusieurs époques de l'univers, mais la date la plus lointaine à laquelle nous avons des preuves qu'il y avait quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers, c'est 14-15 milliards d'années. Nous n'avons aucune information d'observation sur ce qu'il y avait avant, même s'il y avait quelque chose avant. Parce que la question se pose de savoir, est-ce qu'il y avait du temps avant le début de l'univers, 14 milliards d'années? Personne ne sait la réponse. Vous savez, il y avait une histoire qui était populaire au Moyen-Âge, c'était la suivante, on disait, que faisait Dieu, là vous êtes dans un contexte médiéval, très religieux, que faisait Dieu avant le début, avant la création, la Genèse, en termes de Bible? Et la réponse qui était répandue, il faut vous rappeler que c'était une période où la science était mal vue. C'était mal vu de se poser des questions. Il fallait être humble, il fallait croire, et il ne fallait pas être orgueilleux. Se poser des questions, c'était de l'orgueil. Pour qui te prends-tu pour aller questionner les plans de Dieu? C'était ça. Alors, la réponse populaire, c'était, avant la création, Dieu préparait l'enfer pour ceux qui allaient poser cette question. Oui, voilà. Bonsoir. Mais tout cela pour la réponse à votre question, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Quand les scientifiques vous parlent, en général, ils vous disent des choses qu'ils savent ou qu'ils croient savoir, et comme ça, vous avez l'impression qu'ils savent tout. Mais c'est faux. Il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Et c'est important de reconnaître son ignorance quand on ne sait pas quelque chose. On ne sait même pas s'il y avait du temps avant 14 milliards d'années. Peut-être oui, peut-être non. On ne sait pas. Oui. Est-ce qu'au niveau de la Terre, le basculement des pôles est quelque chose qui est reconnu au niveau scientifique et quelque chose qui pourrait se reproduire ou, Alors, l'idée, c'est ceci. Aujourd'hui, vous connaissez, ce sont les pôles magnétiques. Hein. On parle des pôles magnétiques, c'est ceux vers lesquels les boussoles se dirigent. Alors aujourd'hui, nous savons qu'il y en a un quelque part dans le nord, au Canada, mais ce n'est pas le même que le pôle nord, mais il est proche du pôle nord. Et il y a un pôle sud quelque part dans l'Antarctique. Donc la Terre est comme un dipôle avec un champ magnétique, comme un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, que ça a changé très souvent au cours de l'histoire, que les pôles s'inversent, que le pôle nord devient le pôle sud et le pôle sud devient le pôle nord, donc il faut refaire les boussoles quand ça se passe. Heureusement, ça ne se passe pas très souvent, en moyenne à tous les millions d'années à peu près. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous méfier. Si vous avez votre boussole pour vous diriger, c'est bon encore pour longtemps. Mais c'est vrai que ça arrive, on a beaucoup de... Alors, ça s'est arrivé des centaines de fois. On a maintenant des cartes historiques montrant à quel moment les pôles s'inversent. Pourquoi elles s'inversent? C'est parce qu'au centre de la Terre, il y a beaucoup de mouvements de la pierre en fusion. Et c'est une pierre qui contient du fer, donc qui contient des aimants. Et c'est le mouvement de cette matière qui dirige, qui organise les pôles. Donc ce sont des mouvements un peu aléatoires à l'intérieur de la Terre. Ce n'est pas très bien compris, mais en gros, c'est ça. C'est que la Terre est un immense aimant provoqué parce qu'au centre de la Terre, il y a de la matière aimantée qui bouge et que ces mouvements sont un peu aléatoires. C'est un peu comme des remous dans l'eau
c'est comme, oui, ça ressemble plus à ce qui se passe quand vous faites bouillir de l'eau dans votre marmite et vous voyez les courants d'eau qui bougent, qui sont très instables, comme vous savez. C'est un peu le même type de phénomène. Bonsoir, Monsieur Rive. Tout à fait de l'autre côté. Je suis là. Ah, très bien. Merci de votre venue à Cluny. Merci. J'ai lu récemment Alexandre Ménez dans un livre qui s'appelle « Comment la vie a commencé », qui est à la bibliothèque de Cluny, que je recommande chaudement. Et dans ce livre, il propose que le premier vivant vienne d'ailleurs que la Terre. Que pensez-vous de cela? C'est une idée qui est répandue depuis assez longtemps. Et je crois qu'il y a même, dans les Grecs, il y avait cette idée, ça s'appelle la panspermie. C'est de dire la vie est apparue ailleurs et elle s'est transportée vers la Terre et elle n'est pas née sur la Terre. Alors, bon, on n'a aucune réponse. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas, ça c'est encore une chose qu'on ne sait pas, comment il y a 4 milliards d'années sur la Terre de la matière inerte. Parce que la Terre, à sa naissance, elle est à 1000 degrés. À 1000 degrés, il n'y a pas de vie. Comment cette matière s'étant refroidie, l'eau qui était en vapeur est devenue liquide, les nappes océaniques se sont formées, et dans ces nappes océaniques, par des processus qui nous échappent, de la matière inerte est devenue vivante sous forme de petits planctons, de petites choses. Donc, comme on ne sait pas comment ça s'est passé, on cherche évidemment à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, et on a beaucoup de problèmes parce que ça ne marche pas bien. Disons que là aussi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors, il y a l'idée de dire, eh bien, peut-être que ça ne s'est pas formé ici, mais ça s'est formé ailleurs, mais ça ne fait que reposer le problème. Si vous dites que ça vient d'ailleurs, vous devez maintenant expliquer comment c'est venu ailleurs. Donc, à mon avis, pour l'instant, ça fait partie des nombreuses opinions, des nombreuses théories qui sont énoncées. Et quand il y a plusieurs théories, ça veut dire qu'on ne sait pas. Quand on sait, il y a une théorie. Donc c'est une possibilité, c'est rien d'impossible, mais il n'y a aucune preuve, aucune crédibilité à accorder pour l'instant. C'est plutôt un problème. Bonsoir, M. Rive. Alors, vous êtes là, oui. Vous nous avez parlé de la concentration de matière formant les étoiles à partir de nébuleuses. Pouvez-vous nous parler un petit peu du phénomène des trous noirs, qui veut plutôt une disparition de matière? Et là, vous avez perdu un peu votre moyen de visualiser les choses, puisque la lumière semblerait disparaître dedans aussi. Alors, pour vous décrire, vous dire ce que c'est qu'un trou noir, je vais vous donner la recette. Parce que là, on connaît la recette pour faire un trou noir. Déjà, ça nous apprend quelque chose. Imaginez un malin génie qui a de très grandes mains et qui s'approche du soleil, et dans ses grandes mains qui écrasent le soleil. Le soleil, il fait 1 million de kilomètres de diamètre. Si notre malin génie arrive à l'écraser pour qu'il ne fasse plus que 3 kilomètres, c'est beaucoup, passer d'1 million à 3, vous vous rendez compte, eh bien, cet objet concentré de 3 kilomètres, vous ne le verrez plus, il ne pourra pas émettre de lumière. Pourquoi? Parce qu'en le concentrant, le champ de gravité autour de lui augmente évidemment. Plus vous le compactez, plus la force d'attraction qu'il exerce augmente. Et la force d'attraction est telle que même la lumière ne peut plus s'en échapper. La lumière qui s'en émet va revenir sur lui comme l'eau des fontaines. Les fontaines lancent de l'eau, mais l'eau ne s'en va pas dans l'espace. Le champ de gravité de la Terre la remet, la fait revenir sur elle-même. De la même façon, la lumière est activée par le champ de gravité et elle retombe sur lui. Donc, ça fait un trou noir. Si ça se passait, imaginons que ça se passe cette nuit, que nous avons ce malin génie qui vient nous écraser notre soleil. Demain matin, pas de lever de soleil, parce que le soleil n'émet plus de lumière. Mais la Terre va continuer à tourner autour de lui, comme avant. Et ça, vous le saurez parce que vous verrez les saisons. Les saisons vont continuer, il va y avoir printemps, été, automne. Ce champ de gravité, cette force de gravité peut emprisonner la lumière, mais ne peut pas emprisonner
l'espace qui est dans le champ de gravité. Donc c'est ça la différence. Le Soleil nous rejoint de deux façons différentes. Il nous attire, c'est-à-dire qu'il tient la Terre en orbite autour de lui, mais il émet de la lumière. Si on l'écrase, il n'émet plus de lumière, mais il continue quand même à attirer. Alors, les trous noirs, donc, c'est quelque chose qui a été discuté depuis plusieurs siècles. Grâce à Einstein, nous avons pu d'abord montrer que ce n'était pas de la pure fantaisie, parce qu'au début, c'était un thème de science-fiction un peu délirant. Einstein a montré que ce n'était pas du tout de la fantaisie, ça pouvait exister, c'était compatible avec la théorie de la relativité générale, mais lui pensait que ça n'existait pas vraiment. Ça, là, il se trompait, il y en a des milliards. Il y a des milliards de trous noirs dans l'univers. Nous en avons un au centre même de notre galaxie. Nous avons un trou noir qui vaut 4 millions de fois la masse du Soleil. On admet aujourd'hui que toutes les galaxies ont au centre des trous noirs. Le nôtre est très modeste, il y en a des beaucoup plus gros, mais ça fait partie du bestiaire maintenant de l'astronomie. Les trous noirs, il y en a des quantités dans l'univers. Bonsoir. Il y a quelques années, j'avais regardé une émission où vous étiez, oui, je suis là, oui. où vous étiez, et vous aviez dit par rapport au nucléaire que si on pouvait envoyer dans le Soleil tout ce nucléaire, ça raviverait le Soleil. Et puis nous, ça nous arrangerait bien quand même. Oui. Parce que là, dernièrement, là, avec le dôme de Tchernobyl, je dois dire que ça fait peur quand même. Oui. Donc je voulais savoir où on en était par rapport à ça. On en est toujours à la même... Oui, rien n'a vraiment changé. L'idée d'envoyer des déchets nucléaires dans le Soleil ne serait pas une mauvaise idée. On résoudrait des problèmes. Cependant, ça pose deux types de problèmes. D'abord, il faut être sûr que vos fusées ne vont pas éclater en cours de route. Si vous remplissez une fusée de déchets nucléaires et que vous avez une explosion comme pour Challenger, là, vous êtes frais. Là, ce serait un véritable problème. La deuxième, c'est que envoyer des choses dans le Soleil, ça demande beaucoup d'énergie et ça serait pratiquement rendre inutile l'utilisation du nucléaire. Donc, c'est certainement pas théoriquement une bonne solution, mais en pratique, non. Et le principal danger étant, on n'est absolument pas, il n'y a pas de zéro risque à envoyer des fusées. On le sait bien, il y en a occasionnellement qui éclatent, qui ont des collisions avec d'autres. C'est pas du tout sans problème. Et vous ne pouvez pas vous payer de répandre des tonnes de déchets nucléaires dans l'atmosphère. Bonjour, M. Rive. Voilà, vous nous avez dit que la Voie lactée, donc notre galaxie, comporte un certain nombre de planètes. On les connaît. Dont la Terre, qui est habitée, qui semble être la seule planète dans notre galaxie à porter la vie. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Enfin, on étudie un peu. Pensez-vous que dans les autres galaxies, il puisse y avoir des mondes porteurs de vie et qui puissent être habités par des êtres, pas forcément comme nous, mais porteurs aussi d'une intelligence suffisante pour qu'un jour, on puisse se rencontrer? Je crois que c'est tout à fait vraisemblable. Disons-le autrement, quelqu'un qui vous dirait il n'y a qu'ici que ça existe, je ne vois pas comment il pourrait justifier une telle opinion. Tout est possible. Il est possible, d'autant plus que nous savons que ça existe, puisque la vie est apparue sur la Terre, donc il est possible qu'elle apparaisse ailleurs. Donc la question c'est, avons-nous des preuves qu'elle est apparue ailleurs? Pour l'instant, nous n'en avons aucune. On peut avoir une opinion, c'est tout. Moi, mon opinion, je vous l'ai dit, c'est que oui, il y a beaucoup de planètes habitées et vraisemblablement, il y en a où il y a des gens qui cherchent à communiquer avec nous. Le problème, c'est qu'on ne reçoit jamais rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que jusqu'ici, on n'a rien reçu. Peut-être demain, on recevra des messages radio, mais pour l'instant, c'est zéro communication. Ou peut-être parce qu'on est encore incapable de les percevoir, ces signaux. Peut-être aussi. On peut tout imaginer. Oui, on peut tout imaginer. Ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens de communication que nous. Tout est possible. C'est un beau sujet de discussion quand la télévision est en panne. Bonjour.
J'aurais une question à propos de l'hydrogène. Vous aviez dit que les atomes sont formés dans les étoiles, mais à partir de l'hydrogène. La fusion se forme à partir, enfin la première fusion est celle de l'hydrogène dans les étoiles. Donc comment est-ce que l'hydrogène s'est retrouvé être un atome à part entière avant la naissance des étoiles? Alors, l'hydrogène, comme vous savez, c'est un proton et un électron. La combinaison d'un proton et d'un électron. La vision qu'on a aujourd'hui, il faut un peu voir comment on y arrive. On regarde l'univers tel qu'on l'observe et on se demande des questions. Qu'est-ce qu'il y avait au début? Je ne dis pas avant, parce qu'avant, on ne sait rien. Mais au début, si on veut comprendre le comportement de l'univers, il faut admettre qu'il y avait au départ, mettez des guillemets, des particules élémentaires qui étaient présentes. Les particules élémentaires qu'on admet, c'est les quarks, les électrons et les photons. Ça, c'est, je dirais presque une hypothèse qu'on fait pour comprendre ce qui vient après. Donc, si vous supposez que dans ce magma incohérent de 15 milliards de degrés, il y avait déjà des électrons, des photons, des quarks, toute la quantité de particules élémentaires, des muons, des pions, enfin, tout ce que vous trouvez dans les bons livres de physique. À la dernière page, là, vous avez le tableau des particules élémentaires, elles sont toutes là. Eh bien, c'est ce qu'on suppose. Donc, ça, on n'essaie pas de l'expliquer. On dit, pour faire une cosmologie qui nous permet de comprendre ce qui se passe après, il faut supposer des conditions initiales. Ces conditions initiales, on les adopte parce qu'elles permettent de comprendre après coup. Et on dit donc qu'il y a, on dit au départ, il y a un magma qui contient des particules élémentaires qui sont comme des lettres. Quand on veut comprendre l'alphabet, comme vous savez, il faut supposer qu'à un moment donné, il y a des lettres, et ensuite on commence à les combiner, on fait des mots, des phrases, des paragraphes, tout ça. Mais si on veut comprendre la présence de la littérature, il faut qu'à un moment donné, il y ait des lettres. Ces lettres-là, ils ont une raison historique, mais là, dans le cas de l'univers, il n'y en a pas. On dit, ce sont les conditions initiales qu'il faut poser si on veut comprendre ce qui vient après. C'est tout. Donc on admet qu'il y a des quarks. Les quarks se combinent 3 par 3 pour faire des protons et des neutrons. Et les protons et les neutrons, à l'intérieur des étoiles, forment des atomes, des noyaux d'atomes et des électrons, etc. C'est un peu une nécessité de cohérence avec ce qui vient après. Bonjour, j'ai une question. De combien de temps est la durée de vie d'un trou noir? Alors la durée de vie d'un trou noir, ça dépend de sa masse. Les gros trous noirs durent très longtemps. Les petits trous noirs durent des millièmes de secondes. Un trou noir de la masse du Soleil, par exemple, durerait 1 avec 40 zéros années. Les trous noirs s'évaporent, mais ça dépend de leur masse. Encore une fois, les petits, c'est une véritable explosion, étincelle. Les gros, c'est des temps astronomiques. Simplement pour revenir sur la question de la communication avec éventuellement des êtres qui seraient sur une autre planète, pensez-vous pas que la distance serait de toute façon un obstacle à ce qu'on puisse communiquer parce qu'on est forcément en centaines d'années au minimum? Oui, oui. Je vais vous raconter une histoire. C'est un homme qui regarde la galaxie d'Andromède avec son télescope. Et tout d'un coup, il voit comme une bulle, vous savez, dans les bandes dessinées. Cette bulle autour d'Andromède, c'est écrit « Je vous ai vu ». Il s'est dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a pu voir de moi? C'est 2 millions d'années-lumière. » Il est très inquiet. Quelle mauvaise action qu'il pensait n'avoir jamais été vue avait été vue par un observateur sur Andromède. Alors, il dort mal de la nuit, tellement préoccupé. Le lendemain matin, il se réveille et il se dit « Oui, mais Andromède, c'est 2 millions d'années-lumière. » Ça veut dire que ce que cet homme a vu, c'est quelque chose qui s'est passé sur la Terre il y a 2 millions d'années. Donc, c'est pas moi. Donc, il reprend son télescope, il fait une grosse bulle et il écrit « Et alors ?» Voilà. Ça vous dit un peu le temps que mettent les communications pour aller d'un endroit à l'autre. C'est le temps que la lumière fait pour parcourir. Si c'est sur le Soleil, c'est pas très loin. Le Soleil, c'est 8 minutes.
La lumière met 8 minutes à nous venir du Soleil. De la Lune, 1 seconde. 1 seconde, aller-retour. 2 secondes. Le Soleil, 8 minutes, mais les premières étoiles, c'est déjà plusieurs années. Et les galaxies, des millions d'années et des milliards d'années. Mais évidemment, ça ralentit les communications. Une fois, j'avais lu qu'il y avait à la création de l'univers, la matière et l'antimatière. Oui. Et cette antimatière, elle est où? Alors, quelque part. Effectivement, on sait maintenant qu'il y a 2 variétés de matière. Il y a la matière et l'antimatière. La différence, par exemple, dans la matière, il y a des électrons qui sont négatifs et des protons qui sont positifs. Vous avez appris ça au lycée. L'antimatière, les électrons sont positifs et les antiprotons, les électrons, oui, ce qu'on appelle les électrons, sont positifs et les protons sont négatifs. Ça, on sait que ça existe parce qu'on en fabrique maintenant. Ce n'est pas de la mythologie. Dans les grands accélérateurs du CERN, par exemple, on fabrique des faisceaux d'antimatière, on fait même des petits antiatomes, on met ensemble un antiélectron et un antiproton, et c'est observé, ce n'est pas un problème. La question que vous posez, c'est que, mais quand je regarde autour de moi, je vois évidemment de la matière, tout ce que je vois, c'est de la matière. Des électrons négatifs, des protons positifs. Nous ne voyons pas de particules comme celle-là, seulement celles que nous pouvons fabriquer. Et la question que vous posez, c'est pourquoi l'univers a-t-il favorisé la matière plutôt que l'antimatière? C'est un des grands problèmes de la cosmologie, ça. Il n'y a pas de réponse pour l'instant à cette question. Encore une chose qu'on ne sait pas. Ça ne serait pas la matière noire? Ah non, ça n'a rien à voir avec la matière noire. C'est tout à fait différent. La matière noire, c'est une matière qui n'émet pas de lumière. La matière et l'antimatière émettent la même lumière. C'est ça le problème. Ils émettent exactement les mêmes photons. De sorte que si on se demande si le Soleil est un corps d'antimatière, a priori, vous ne pouvez pas le dire d'après sa lumière. La lumière qui nous arrive, il pourrait être aussi bien de la matière que de l'antimatière. Mais c'est qu'il émet d'autres choses. Il émet des neutrinos. Il n'émet pas d'antineutrinos, par exemple. Donc, ça serait négatif ou positif? C'est une des distinctions. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des distinctions entre la matière et l'antimatière. C'est qu'il faut réfléchir, regarder comme dans un miroir. C'est ce qu'il y a de charge positive ici et de charge négative de l'autre côté. Merci. Bonsoir. Je suis à 9h pour vous. À 9h. À 9h, à 9h, vous êtes là. Bonsoir, Oui. monsieur. Je me demandais si les récentes découvertes concernant les ondes gravitationnelles nous permettraient un jour peut-être d'aller au-delà du mur de Planck. A priori, non. A priori, nous pourrions aller jusqu'au mur de Planck. C'est ça qui est l'intérêt de l'astronomie gravitationnelle, c'est que l'astronomie des photons, la lumière, ne nous permet pas d'aller très proche du Big Bang. Elle nous permet d'aller jusqu'à 380 000 ans. Avant 380 000 ans, c'est-à-dire aucune lumière ne peut nous parvenir de plus proche du Big Bang que 380 000 ans. Pour les neutrinos, c'est quelques minutes. Et pour les ondes gravitationnelles, je serais pratiquement jusqu'au mur de Planck. C'est ça qui est l'intérêt, un des intérêts de l'astronomie gravitationnelle. On va prendre encore 2 questions pour les gens qui n'en ont pas posé. Bonjour. Oui, c'est vous. 10h30. Oui. Je voudrais vous poser une question sur l'écologie. Si l'humanité continue comme elle le fait actuellement, quelle est la longévité qu'on pourrait estimer? Alors là, comme je vous ai dit, les questions de prédiction, c'est vraiment très difficile. Parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Si on arrive à contrôler cette question du réchauffement planétaire, il est évident que l'humanité pourra vivre plus longtemps. Combien de temps? Qui sait? Mais en tout cas, ne sera plus menacée par cela. Si on n'y arrive pas, eh bien, ça pourrait être quelques décennies. Beaucoup de personnes, mais j'admire les gens qui font des prédictions, je les trouve courageux, même téméraires,
Beaucoup de gens disent c'est notre dernier siècle, on va disparaître avant 2100. Bon, je leur dis qu'est-ce que vous en savez? Personne ne connaît l'avenir, parce que pour connaître l'avenir, il faudrait savoir ce que des gens qui ont des capacités de prendre des décisions avec leur liberté vont faire. Qu'est-ce que va faire M. Trump? Est-ce qu'il va dénoncer les accords de Paris ou non? Personne ne le sait. S'il les dénonce, ça va beaucoup plus mal. S'il arrive à s'accommoder, ça peut durer plus longtemps. L'avenir est essentiellement inconnu et les prédictions sont un art très dangereux que j'essaie d'éviter de faire parce qu'on s'aperçoit généralement après coup que les gens se sont trompés. Si vous regardez, il y a eu un article qui a été fait récemment en 1900. En 1900, donc à la fin, au début du XXe siècle, on a demandé aux meilleurs spécialistes qu'est-ce qu'ils prévoyaient pour l'an 2000. Mais si vous regardez ce qu'ils ont prévu avec ce qu'il y a eu, il n'y en a rien en commun, mais rien du tout. C'est lamentable. Notre pouvoir prédictif, personne n'a prédit l'ère de l'informatique dans laquelle nous sommes maintenant. Vous savez qu'en 1980, on a demandé au directeur de la compagnie IBM, les grands ordinateurs, est-ce que ça vous intéresse des ordinateurs personnels? Et il a répondu, il n'y a aucun avenir là-dedans. On est en 1980. Ça vous montre le pouvoir prédictif des êtres humains. Voilà, je vous remercie de votre patience.